Good Morning Business, le grand entretien. C'est pas un grand entretien, c'est un grand débat, une grande explication ce matin avec Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Bonjour Éric Chanet, expert associé à l'Institut Montaigne et ancien chef économiste du groupe AXA. Merci d'être avec nous tous les deux. Ce matin, on va décortiquer les programmes économiques et leurs risques avec évidemment le premier sujet qui vient, Éric Heyer, c'est le pouvoir d'achat. Quand on regarde l'ensemble des programmes, c'est la première chose qui vient. Même du côté de Renaissance, on a un petit déficit public qui va quand même continuer à se creuser avec les mesures. C'est là où on essaie de faire le plus de choses. Oui, c'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation principale. Et donc, là, les trois gros partis le mettent en avant. Alors attention, peut-être qu'on peut faire un bilan. Est-ce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France? Quand on regarde macroéconomiquement, non. En fait, globalement, l'INSEE nous dit que, certes, ça a un tout petit peu baissé, mais pas tellement, et donc il n'y a pas un si gros problème, surtout quand on se compare aux autres pays. Le revenu par tête a plutôt, c'est plutôt bien maintenu, et donc s'il y a un problème, d'accord, c'est plutôt dans la répartition de ce pouvoir d'achat, effectivement, et ça l'INSEE nous indique bien qu'il y a, allez, les 10% les plus modestes, relativement on a maintenu le pouvoir d'achat, les 20% les plus riches, ils en ont même gagné, et c'est plutôt au milieu, donc ça fait beaucoup de monde, hein, ça vous fait à peu près 60%, 70% des Français qui en auraient perdu, donc c'est plutôt là dans la répartition de ce pouvoir d'achat qu'il faudrait faire. Et donc quand on regarde, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps sur le pouvoir d'achat, mais globalement, oui, on voit bien que la mesure de pouvoir d'achat du RN, c'est complètement stupide. D'accord, c'est baisser la TVA. Oui, c'est la TVA. Baisser la TVA. Alors, la TVA, c'est pas le bon instrument pour redonner du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que vous en donnez à tout le monde. Or, on vient de le dire, tout le monde n'a pas de problème de pouvoir d'achat. Donc, c'est pas le bon instrument, premièrement. Et le mettre sur les produits qui de première nécessité et énergétique. C'est surtout énergétique, c'est les produits qui polluent. Donc, vous voyez, ça va à l'encontre des enjeux climatiques. Donc, pour ces deux raisons, et ça coûte cher, ça coûte à peu près 17 milliards. Et comment propose le financement du RN de ces 17 milliards? C'est en enlevant les subventions aux énergies renouvelables. Bon, c'est une catastrophe, il faut l'oublier. Du côté du NFP, alors là, c'est 25 milliards que l'on donne. C'est peut-être un peu beaucoup, d'accord, compte tenu du problème qui n'est pas aussi important. Donc, on fasse de la répartition différente et de la redistribution, pourquoi pas, mais là c'est peut-être massif, et surtout le faire non financé, ça veut dire que je fais de la relance alors que mes partenaires font plutôt de la rigueur. On sait que c'est catastrophique quand on est un peu keynésien. Mais comment on fait, Éric Chanet, pour faire monter les salaires sans avoir des politiques dispendieuses sur nos finances publiques, mais réussir à faire en sorte que le travail paye mieux? Parce que le fond du problème, il est quand même là. Il est sur les salaires qui ne sont pas assez élevés. Alors, tout le monde voudrait avoir des salaires plus élevés. Est-ce que la France a les moyens d'augmenter les salaires? Je dirais que la réponse très simple, c'est non. Quand on a un déficit commercial, c'est qu'on a un problème de compétitivité. Nous vivons en change fixe avec nos partenaires de la zone euro. Si on augmente les salaires, est-ce que ça augmentera la production? La réponse est non, parce que les entreprises nous répondent, dernière enquête trimestrielle de l'INSEE, que les goulots de production sont très importants parce qu'elles n'arrivent pas à embaucher. Donc, si on augmente les salaires, on augmente la demande, oui, mais l'offre ne peut pas augmenter. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais non pas pour les producteurs et les travailleurs français, mais pour ceux qui exportent vers la France, parce que ce sont eux qui se substitueront. Donc on va creuser encore plus notre déficit commercial. Le déficit commercial, et donc on fera des cadeaux aux Italiens, aux Allemands, qui nous remercieront même pas. Donc c'est presque un non-sens. Donc il faudrait relancer, que ce soit par les salaires ou par tout ce que vous voulez, une économie dans laquelle les entreprises disent « Excusez-moi, j'ai un problème d'embauche ». Donc comment on fait? On augmente la productivité? La deuxième chose, vous l'avez dit, mais ça c'est plus difficile et c'est à long terme. Or, aucun des programmes ne s'intéresse au sujet de long terme. Pour augmenter la productivité, parce que si on augmente la productivité, on augmente les revenus, les salaires en particulier. Il y a des choses comme la formation scientifique, etc. Ça paye dans 10 ans, ça paye dans 15 ans. Il faut absolument le faire, mais ça ne paye pas tout de suite. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner et qui peut augmenter la productivité, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais dans les entreprises, parce que c'est là que ça va se jouer. Et c'est peut-être là qu'à court terme, relativement court terme, il pourrait y avoir des actions intelligentes qui consisteraient à faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises pour tous les employés, pas pour les plus spécialisés, ni pour ceux qui ne savent rien faire, ni pour ceux qui sont au milieu, non, pour tout le monde, sans que ceci aboutisse
à des pertes d'emploi, parce que dans ce cas-là, on se tirait quand même une balle dans le pied. Et pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi avec l'utilisation de l'IA, il y avait des idées qui avaient été lancées il y a longtemps, du genre bonus-malus sur les cotisations sociales pour les entreprises qui embauchent, bonus, celles qui débauchent, malus. Voilà des solutions à relativement court terme. Le MEDES était ça. Sur l'intelligence artificielle, augmentation de la productivité et potentiellement augmentation de certains bas salaires, type plombier par exemple, que vous ne pouvez pas remplacer par l'intelligence artificielle, dont on a besoin et dont le salaire monte. On voit déjà aux États-Unis, Eric Heyer, les salaires monter sur les bas salaires. C'est-à-dire que déjà là, on a l'impact de l'intelligence artificielle sur le quotidien. Oui, alors c'est pas tout. Enfin, on peut pas comparer la France avec les États-Unis pour différentes raisons. Vous voyez, ce qui est très étonnant en France, c'est que globalement, les entreprises effectivement disent avoir des difficultés de recrutement, mais c'est pas depuis un trimestre. C'est depuis à peu près 4 ans. Normalement, quand vous avez, des difficultés de recrutement, vous voyez apparaître des gains de productivité parce que les entreprises sont obligées de se réorganiser pour essayer quand même de produire avec moins et les salaires, normalement, réels, devraient augmenter quand vous avez des difficultés de recrutement. Vous allez attirer. Or, depuis 4 ans, on voit exactement l'inverse. On voit pas des gains de productivité qui accélèrent, mais au contraire, une chute de niveau. Pas des gains, une chute du niveau de la productivité jamais observée. Et c'est pareil dans les autres pays européens ? Alors, dans les autres pays européens, beaucoup moins. C'est vraiment la France. Et c'est en cela où ça questionne tout de même sur notre politique de l'offre que l'on mène depuis 2012. On a fait des politiques de l'offre depuis 2012 pour essayer d'augmenter les gains de productivité. C'est tout l'inverse. Et si on a des résultats aujourd'hui de cette politique de l'offre en termes d'emploi, c'est en faisant chuter la productivité. Donc ça ne marche pas, la politique de l'offre. Je vais vous mettre dans le groupe des économies de la politique de la demande. Mais attention, cette politique de l'offre, en tout cas aujourd'hui, n'a pas permis, depuis 2012, on a quand même maintenant un peu plus de 10 ans, ça n'a pas permis de gagner des parts de marché, ça n'a pas permis de faire des gains de productivité. En gros, on n'a pas décroché, on a une croissance de l'économie française qui est à peu ou prou celle de l'Europe, mais avec beaucoup plus d'emplois qu'en Europe, donc des chutes de productivité bien plus importantes que chez nos partenaires. Ça, vous voyez, c'est pas ça qui vous fait la croissance potentielle demain, et donc peut-être trouver une politique de l'offre qui soit différente de celle qui est menée. Vous n'allez quand même pas monter sur la tribune défendre le programme du nouveau Front Populaire avec... Je n'ai pas dit ça, mais oui, dire, voilà, c'est l'offre contre la demande. Il y a des politiques de demande et des politiques d'offre. Et donc, c'est à l'intérieur de ces deux qu'il va falloir sans doute chercher et avoir sans doute quelque chose de plus équilibré entre les deux. Mais aujourd'hui, à mon avis, ne pas faire une grande rupture dans la politique de l'offre, c'est-à-dire changer de logiciel et pas toujours être dans les baisses de cotisation ou dans la réforme du marché du travail, ce serait peut-être ça qui serait... Éric Chanet. Oui, je pense qu'Éric est quand même un peu sévère avec la politique de l'offre. La politique de l'offre, alors il faut la regarder juste avant la crise du Covid. Elle a bien marché. Elle a bien marché au sens où elle a permis de faire baisser le taux de chômage structurel et donc de créer beaucoup d'emplois, y compris dans l'industrie. Alors évidemment, quand on emploie à nouveau des gens peu productifs, eh bien ça ne favorise pas l'augmentation de la productivité, mais c'est plutôt une bonne nouvelle d'arriver à une économie un peu plus proche du plein emploi. On en est encore très loin, mais ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la France attire des capitaux, ce qui veut dire que cette politique de l'offre marche. Alors il y a eu quand même une particularité française qui contribue pas mal à expliquer le décrochage extrêmement inquiétant dont parlait Eric Heyer, c'est protéger toutes les entreprises pendant le Covid. Oui. Les raisons étaient très bonnes. Il fallait éviter que l'économie s'effondre. Et il fallait éviter des dégâts irréparables. Oui, mais du coup, on a gardé, si je puis dire, en vie des entreprises qui étaient peu productives, peu compétitives et qui auraient dû disparaître plus rapidement. C'est en train de se produire d'ailleurs. Oui. Vous allez peut-être voir une augmentation qui augmente. Voilà, exactement. On va peut-être voir une augmentation de la productivité, mais pour des raisons qui seront simplement qu'il y aura des entreprises qui disparaissent. Donc, il faut poursuivre les politiques de l'offre. Alors, est-ce qu'il faut les changer ? Moi, je crois qu'il faut les approfondir. C'est-à-dire qu'il faut continuer à baisser le coût du capital. Donc ça, c'est un petit peu, ça nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas augmenter la taxation du capital. Il faut favoriser l'adoption des outils qui permettent l'augmentation de la productivité. On vient d'en parler. C'est l'intelligence artificielle. Et la dernière des choses à faire, si je puis dire, j'ai plutôt une liste des choses qu'il ne faut pas faire. C'est s'isoler de la concurrence internationale. Parce qu'on n'a encore jamais trouvé de meilleur vecteur pour stimuler la bonne offre, l'offre compétitive, celle qui produit des biens et services de qualité et qu'on peut exporter, c'est justement la concurrence internationale. Et vous voyez que des deux côtés, je dirais aussi bien Front National, excusez-moi, Rassemblement National, je suis un petit peu de la vieille école, que NFP,
on est protectionniste. Et même du côté du centre, du côté Macron, eh bien, on commence à mettre le libre-échange, ça fait plus recette. Voilà, on n'aime pas comme les gens n'aiment pas. C'est une catastrophe. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'on parle des marchés financiers. J'ai lu votre note de 8 pages que vous avez écrite avec Gilles Berset, qui sera dans les experts tout à l'heure à 9h. Le plus gros risque, Éric Chanet, c'est quand même qu'on n'ait pas de majorité absolue, une majorité relative, avec des gouvernements qui ne font rien. Et plus on fait rien, et plus c'est pire. Oui, alors je ne suis pas un bon spécialiste de l'analyse politique, mais quand même, il ne faut pas être grand clair pour se dire que c'est pas du tout sûr qu'on ait une majorité, qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre, qui puisse former un gouvernement, qui puisse passer un budget. On a une échéance pour le budget qui est le 31 décembre. Et donc il y a quand même un scénario qui est relativement probable, où on n'arrive pas à avoir de gouvernement. Oui, mais là, les marchés commenceront vraiment à se poser des questions sur non seulement l'avenir de la France, mais sur l'avenir de la zone euro. Et donc on risque de voir les taux d'intérêt à long terme français monter, en écart aux Allemands et en absolu, parce que jusqu'à présent, il n'a pas beaucoup monté, grâce à la baisse des taux américains, qui n'a rien à voir avec l'actualité française. C'est quelque chose qui provoquerait immédiatement une contagion à l'Italie, à l'Espagne, aux pays considérés comme relativement faibles dans la zone euro. Et ceci nous amènerait à une charge d'intérêt supplémentaire, si ça devait perdurer, non seulement pour la dette de l'État, mais pour la dette des entreprises. Et alors j'attire vraiment l'attention de tout le monde là-dessus. L'État, il sait faire, même s'il y a une forte augmentation des taux d'intérêt, la dette est très bien gérée. Il vous augmente les impôts au bout d'un moment. Il peut augmenter les impôts, il peut bloquer l'assurance vie. Oui. C'est la loi Sapin 2, il faut le Haut Conseil des financiers pour ça, de la stabilité financière. Mais il sait trouver l'argent. Les entreprises n'ont pas ça. Et l'endettement des entreprises en France, c'est 150% du PIB. Alors, pas des entreprises, mais des sociétés. Donc on prend ça au sens large. S'il y a une très forte augmentation des taux d'intérêt, on va, et en plus la maturité de la dette des entreprises est courte, c'est d'après la Banque de France de l'ordre de 4 ans. Donc il faut renouveler de 25% chaque année. Et donc, si on avait des taux d'intérêt qui montaient et qui restaient plus élevés pendant longtemps, on n'est pas dans la situation italienne d'il y a 20 ans. On est dans une situation où nos entreprises seraient amenées à ne pas pouvoir honorer leurs dettes. Et quand on ne peut pas honorer sa dette, en général, on fait faillite. Et il n'y a pas de sauveur. L'État ne pourrait pas faire comme pendant le Covid. Et donc c'est pour moi le principal danger. Que se passerait-il? La BCE dirait, nous pouvons intervenir, c'est prévu. Mais il y aura des conditions, c'est pas nous qui allons les fixer, ça sera fixé avec la Commission européenne, vous signez le papier et on intervient, les taux d'intérêt baissent. Mais ces conditions, ça sera d'abord vous remisez toutes vos réformes du genre augmentation du SMIC, qui est complètement de la folie, de 14%, et vous faites les réformes. Eh bien, il faudra trouver un au gouvernement sein du technique. Parlement une majorité hétéroclite avec un Premier ministre technique. Ils ont eu Mario Draghi en Italie, voilà. peut-être faire venir Christine Lagarde. Non, c'est Mario Monti. Mario Monti, pardon. Voilà. C'est un petit peu le scénario. Draghi et Monti. Oui, Mario Draghi avait peut-être plus de poids politique, mais bon, c'est exactement ça, c'est ce que vous dites. Christine Lagarde. Et pour tenir jusqu'en juin 2025, puisque notre Parlement, il restera au moins jusqu'en juin 2025. Éric Heyer, pour vous, c'est ça le plus gros risque ou il y a autre chose ? Non, ça c'est un énorme risque et effectivement des phrases comme nous ne respecterons pas ou nous refusons les règles budgétaires, mais pas que ce sont des phrases qui sont dangereuses parce que, vous voyez, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même des marges de manœuvre pour renégocier si on ne respecte pas complètement les déficits en proposant des réformes ou en indiquant qu'on fait des efforts. Donc là, c'est vrai que aujourd'hui, si on se croit européen et si le danger des entreprises, si on veut que la Banque centrale puisse être quand même un recours en dernier ressort, il est impossible de sortir des phrases telles que nous refuserons les règles budgétaires. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin dans la matinale de l'économie.